Bonsoir, bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de ce 19h. L'heure des grandes manœuvres semble avoir sonné dans l'entourage du chef de l'État. De plus en plus de voix s'élèvent pour un remaniement ministériel imminent, mais surtout pour un changement de cap dans la politique menée par l'exécutif. François Hollande, sommé par sa majorité d'impulser un nouveau souffle à son quinquennat. Des promesses, mais finalement peu de contrats signés. Bilan du voyage de François Hollande en Chine. Le président se dit satisfait. Les Chinois ont eux aussi la volonté de rééquilibrer les échanges commerciaux. Du business prometteur au prix d'un silence. La question des droits de l'homme a été survolée. Nous en reparlerons avec notre invité André Gattolin, sénateur écologiste des Hauts-de-Seine. Ils sont finalement 5. Après le retrait surprise de Rachida Dati, 5 candidats UMP à vouloir la mairie de Paris. Ce soir, premier débat des primaires. Nathalie Kosciusko-Morizet, archi-favorite, et 4 autres candidats vont développer leur projet pour la capitale. Débat retransmis sur notre antenne demain à 14h. L'idée d'un remaniement ministériel fait-elle son chemin suite au scandale Cahuzac, aux plans sociaux, à la crise? Certains socialistes proches du chef de l'État n'hésitent plus à faire valoir que des changements au sein de l'exécutif tomberaient à pic. Une éventualité qui relance les ambitions. Claude Bartolone, le président de l'Assemblée, se voit déjà à Matignon. Cécile Sixou. Choc de vérité, second temps du quinquennat, Stéphane Le Foll, Claude Bartolone ou encore Jean-Marie Le Guen, tous proches de François Hollande ont leur langage, mais tous font passer le même message, il faut remanier le gouvernement. Jean-Vincent Placé, lui, n'y est pas favorable. Pour l'écologiste, le président doit avant tout changer de cap. Après la douche froide de l'amnistie sociale, il se reconnaît de moins en moins dans la politique menée par la majorité gouvernementale. Ce qui compte, c'est d'avoir un changement de ligne de politique économique et sociale, et écologique aussi, de retrouver le discours de la réforme et les actes de la réforme, et de sortir de l'immobilisme et des reculades dans lesquelles nous sommes malheureusement figés et englués. Autre partisan à gauche d'une politique moins austère, Jean-Luc Mélenchon qui affiche même ses ambitions. S'il pense qu'il faut continuer dans ce cap, c'est clair que je ne vais pas y aller, ni comme ministre, ni comme Premier ministre. Mais s'il faut changer de cap, oui, j'ai l'estomac pour le faire. L'hypothèse du remaniement serait visiblement envisagée par le président qui aurait déclaré en petit comité « Si je remanie, je garde Jean-Marc, mais je resserre l'équipe ». Il se murmure même qu'il pourrait intervenir entre les mois de mai et septembre. Et comme chaque soir, nous avons posé une question aux internautes avec notre partenaire lenouvelobs.com. La question ce soir, François Hollande doit-il remanier rapidement le gouvernement? Et une majorité de votants estime que oui à 66%. Toutes les forces du gouvernement doivent être consacrées à l'emploi, une priorité absolue définie par le président de la République. Aux oubliettes, ou tout du moins reporter le projet de loi sur la famille et la PMA, reporter également le débat sur la fin de vie. Après le mariage pour tous, l'exécutif veut éviter d'autres sujets de société sensibles. Paul Bouffard. Il ne veut plus en entendre parler. Fini les débats de société clivants. Désormais, François Hollande mise sur l'économique. En capitaine de bateau, il fait de la lutte contre le chômage une cause nationale. L'exécutif relance la bataille de l'emploi, appuyé par la majorité sénatoriale. Vous pouvez faire tout le social du monde et c'est nécessaire et il faut plus de social. Mais si on ne remet pas le turbo sur le moteur entreprise, eh bien on ne pourra pas non plus faire le social que l'on doit faire. Du côté de Matignon, certaines réformes peuvent attendre. Jean-Marc Ayrault veut apaiser les Français après la controverse du mariage pour tous. Les réformes sociétales attendront, PMA enterrée, loi sur la fin de vie repoussée, même chose pour le droit de vote des étrangers mis au carton. Raison officielle, un calendrier parlementaire surchargé. Du goût de l'opposition, ce changement de cap est une fuite. Peut-être qu'enfin il se dit, j'ai déjà réussi à mettre 1 million de personnes dans la rue. On va peut-être éviter d'en mettre encore plus, donc je sais pas, il faut peut-être que je donne le sentiment de m'intéresser à ce qu'ils ont comme problème ces gens, voilà. Le gouvernement peut faire des choses en dehors du travail parlementaire par décret, il peut prendre ses responsabilités, il faut améliorer le texte Leonetti sur la fin de vie, qu'il l'améliore, mais qu'ici on prenne les décisions qui concernent tous les Français sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat, sur le logement. Seule réforme majeure encore au programme, celle des retraites. Paris en a fait la promesse à Bruxelles.
Et un autre texte gouvernemental a du plomb dans l'aile. Jeudi prochain, Benoît Hamon présentera son projet de loi sur la consommation. Le fichier positif, une des mesures phares, a tout simplement été retiré du texte initial. Ce fichier devait permettre d'identifier les personnes en situation de surendettement. Fabrice Cunet. Comment lutter contre le surendettement? Pour le gouvernement, la solution passait par un fichier positif, une sorte de grande banque de données sur la situation de solvabilité de 25 millions de Français. Mais ce registre devrait être retiré de la loi sur la consommation présentée jeudi prochain par le gouvernement. Cela s'explique avant tout par les réserves émises par le Conseil d'État s'agissant de ce fichier. Et le fait que le Conseil d'État émette des réserves souligne bel et bien que le fichier positif pose bon nombre de questions, au-delà même de son efficacité que l'UFC Que Choisir juge plus que douteuse. Une première victoire pour ses détracteurs, car la plupart des banques et associations de consommateurs critiquent ce fichier, jugé trop imprécis. Il ne prendrait en compte que les crédits et pas les autres charges, mais tous les crédits, y compris les cartes de fidélité et leurs réserves d'argent. Et si vous avez sur vous 6 cartes de fidélité avec une réserve d'argent de 2 500 €, vous serez fiché à hauteur de 15 000 € au niveau du fichier positif. Inutile de vous dire que si vous voulez qu'un prêteur vous prête un jour un crédit amortissable, et il vous répondra « mais vous avez 15 000 € de crédit, mais je ne les utilise pas ». Oui, mais moi vous avez 15 000 € de crédit, je ne peux pas vous prêter. Alors le fichier positif, bel et bien abandonné, pas sûr, car le gouvernement espère le voir réapparaître sous la forme d'amendements à l'Assemblée nationale, lors du débat prévu en juin. C'est une affaire qui a secoué le monde politico-judiciaire toute la semaine. Ce qu'on appelle désormais le mur des cons a été découvert au sein des locaux du syndicat de la magistrature. Indignation générale, car sur ce mur figurent de nombreuses personnalités, essentiellement politiques, comme Brice Hortefeux, Michel Alliot-Marie ou encore Nadine Morano. La garde des Sceaux a réagi fermement. Christophe Régnard, bonsoir. Vous présidez l'Union syndicale des magistrats. Des personnalités de droite épinglées par le syndicat de la magistrature, classée à gauche. Cette affaire remet-elle en cause, selon vous, l'indépendance des juges? Ça pose en tout cas la question de l'impartialité de certains juges, en tout cas ceux qui se sont permis de faire ce genre de choses. Je suis moi aussi sur le mur, donc les explications qui ont été fournies tendant à dire qu'on s'était amusé en mettant des gens qui avaient attaqué la justice tiennent pas vraiment. Et moi je regrette tout à fait ça. Et en tout cas, je veux que les Français sachent que l'ensemble des magistrats ne sont pas solidaires de ce genre de comportement et qu'au contraire, on les condamne et que la garde des Sceaux avait fort bien fait de faire et de dire ce qu'elle a fait. Alors justement, le syndicat de la magistrature s'est défendu, a évoqué un simple défouloir potache. Ce soir, il accuse la garde des Sceaux de s'en prendre à la liberté d'opinion. Votre réaction? C'est-à-dire quand on fait ce genre de choses, il vaut mieux soit présenter des excuses, soit se taire. Et les 48 heures au cours desquelles le syndicat de la magistrature n'a pas réagi étaient bien préférables à ce courrier. Alors c'est la victimisation et l'attaque en forme de défense. Je trouve ça assez dommage pour ne pas dire plus. Ça rajoute encore à l'ignominie de ces faits. Sur ce tableau, il y avait les pères de famille de 2 jeunes femmes qui ont été assassinées. Moi, je me demande toujours qu'est-ce qui permet à qui que ce soit d'ailleurs d'accrocher comme ça un nom en disant que c'est un con. Si être con, c'est seulement parce qu'on ne pense pas la même chose que le syndicat de la magistrature, c'est quand même une démarche d'esprit qui est assez inquiétante, surtout pour des magistrats. Donc on verra ce que dira le Conseil supérieur de la magistrature, puisque la garde des Sceaux l'a saisi. Cela étant, je ne voudrais pas que cette affaire soit aussi un moyen, finalement, d'affaiblir la place des organisations syndicales représentatives qui ont un rôle à jouer, en tout cas quand on le joue de façon honnête et apolitique, comme c'est notre cas. Il y a des réformes importantes en cours, il y a une réforme du Conseil supérieur de la magistrature, et je trouve que c'est assez navrant de commencer ce débat essentiel pour la démocratie par ce genre de comportement. Alors vous l'avez dit, Christiane Taubira a saisi le Conseil supérieur de la magistrature qui devra décider s'il y a eu manquement à la déontologie. Elle invite également les personnes épinglées à porter plainte. Certaines l'ont déjà fait. Que risquent les magistrats ? Pas forcément grand-chose, parce qu'on est dans le cadre éventuellement d'atteinte dans le cadre de la loi de 1881 sur la presse. Donc on est dans la diffamation ou dans l'injure. C'est pas forcément un lieu complètement public, c'est un lieu privé dans lequel circulent un certain nombre de personnes, notamment des journalistes manifestement. Et donc on est dans un cadre qui de toute façon constitue des infractions qui sont au mieux un délit puni d'amende et au pire de contraventions qui sont punies d'amende très faible, genre 38 € je crois. Donc ça là n'est pas le problème. Je trouve que le problème, il est de l'image
que tout cela renvoie à l'opinion publique et du discrédit qui est jeté. Vous savez, il n'y a pas longtemps, nous avons justement demandé au procureur de Paris d'engager des poursuites contre Henri Guénaud, justement parce qu'il avait excédé largement sa liberté d'expression en critiquant les juges et en jetant le discrédit sur la justice. Je dirais qu'on est exactement dans la même configuration, c'est ça qui me navre. Un des grands chantiers de la future révision constitutionnelle, vous l'avez évoqué, c'est la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Le projet de loi prévoit que les magistrats deviendront majoritaires au sein de cette instance et que l'avis du CSM deviendra obligatoire pour la nomination des magistrats du parquet. En 3 mots, est-ce que c'est une garantie d'indépendance accrue pour les magistrats selon vous? La proposition de texte par François Hollande est une grande avancée par rapport à la situation actuelle née de la réforme de Nicolas Sarkozy de 2008. Hélas, moi je crois que cette attitude va évidemment refroidir, si je puis me permettre, un certain nombre de parlementaires de donner la majorité aux magistrats quand on voit ce que certains peuvent en faire. Merci Christophe Régnard d'être venu sur notre plateau. Malgré le retrait de Rachida Dati, la bataille pour la mairie de Paris se poursuit à l'UMP. Les 5 candidats de la primaire s'affrontent lors d'un premier débat public. Nathalie Kosciusko-Morizet ou Pierre-Yves Bournazel, entre autres, aborderont les questions de logement, de sécurité et des transports dans la capitale. Un débat à suivre en direct ce soir à 23 h sur France 3 Île-de-France et dès demain sur notre antenne à 14 h. La présence des troupes françaises au Mali prolongée, la priorité donnée à une immigration économique ou encore la loi de flexi-sécurité reportée. Tout ce qui s'est passé cette semaine au Sénat est résumé comme d'habitude par Nadia Belromari. Consensus politique lundi au Sénat pour prolonger l'opération militaire française au Mali, même s'il y a eu quelques réserves. La France a un rôle à jouer, bien sûr, important aux côtés de nos amis maliens, mais nous comptons également beaucoup sur l'Union européenne. Actuellement, près de 4000 soldats attendent au Mali que les troupes africaines, sous mandat de l'ONU, prennent le relais. Fini l'immigration choisie ou subie. Le gouvernement parle désormais d'immigration économique, avec comme objectif de renforcer l'attractivité de la France. Et pour attirer les étrangers, il veut créer des titres de séjour pluriannuels. Le titre de séjour pluriannuel nous permettra de changer de logique, de passer d'une logique de suspicion à une logique que je crois essentielle d'intégration. Actuellement, ces étrangers doivent renouveler leur titre de séjour chaque année. L'obsolescence programmée. Sous ce terme se cacherait une ruse des fabricants. Limiter la durée de vie de leurs appareils pour pousser les consommateurs à en acheter de nouveaux. L'obsolescence programmée est une aberration et une impasse qui nous emmène droit dans le mur. Pour en finir, les sénateurs écologistes veulent allonger la période de garantie des produits et assurer l'accès aux pièces détachées pour pouvoir réparer, avec des sanctions pour les industriels qui violeraient ces obligations. Mais le délit d'obsolescence programmée, ce ne sera pas pour tout de suite. Nous aurons ce débat au moment des discussions sur le projet de loi consommation. Le projet Hamon sur la consommation devrait être présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres. Paris, Lyon, Marseille, 3 grandes agglomérations appelées à devenir de grandes métropoles. Une redistribution des rôles qui inquiète les élus. Alors, depuis mardi, le Sénat auditionne. Il y a une crainte des maires que ce processus de métropolisation n'aboutisse en fait à la création d'une entité qui s'appellerait toujours la commune, mais qui serait une sorte de coquille vide. La métropole peut être un vrai tremplin. Il faut aussi que l'État nous dise combien sur les projets l'État va apporter. Aujourd'hui, on vous dit « Ah non, non, faites la métropole, c'est la métropole qui vous aidera ». C'est pas vrai. La création des métropoles, l'une des dispositions des futures lois de décentralisation, doit être discutée avant l'été. Encore un couac mercredi pour le gouvernement qui espérait jeudi un vote définitif de la loi sur l'emploi. Mais le vote bloqué qui a provoqué la veille le départ des élus communistes de l'hémicycle n'est toujours pas digéré. Je comprends que le gouvernement soit embarrassé. Il s'est mis lui-même dans la difficulté avec la volonté de passer en force au Sénat en n'écoutant pas suffisamment les débats et en prenant pas suffisamment le temps de la discussion. Une commission mixte paritaire aura lieu le 14 mai prochain.
Et j'accueille sur ce plateau notre chroniqueuse Tam Tranui. Bonsoir. Alors, comme on vient de le voir, rien ne va plus entre le gouvernement et sa majorité. Effectivement, les sénateurs écologistes et communistes, on l'a vu, ont très mal pris le recours au vote bloqué lors de l'examen du texte sur la sécurisation de l'emploi, un texte fondamental pour le gouvernement qui entérine l'accord historique auquel sont parvenus les partenaires sociaux en janvier dernier. Un dossier que Michel Sapin voulait clore rapidement, d'où d'ailleurs le recours au vote bloqué. Bien mal lui en a pris. Et ce n'est pas le seul épisode qui a chagriné le gouvernement cette semaine. Et oui, autre incident, le rejet en commission mercredi du texte sur le mode d'élection des sénateurs. Ce sont les radicaux de gauche, jusqu'ici des alliés disciplinés dans la majorité, qui ont fait pencher la balance. Alors pourquoi? Parce que le texte prévoit d'augmenter le nombre de sénateurs élus à la proportionnelle. Et ça, les radicaux sont contre par principe. Le président du groupe, Jacques Mézard, a pris soin d'expliquer cette décision. Là, accrochez-vous Marie, parce que le cheminement n'est pas très évident. Le texte qu'il a vu passer en commission est, je cite, moins pire que prévu. Donc, logiquement, les radicaux devraient être satisfaits. Logiquement. Eh bien non. En faisant rejeter le texte, il donne un avertissement. Si le socialiste espère, en séance publique, injecter encore plus de proportionnels, il ne faudra pas compter sur eux. Entre les lignes, comprenez, la majorité est fragile, les radicaux peuvent la faire ou la défaire à leur guise. Bref, il faut les ménager. Et alors, jamais 203. Et oui, dernier épisode, la volte-face du gouvernement sur l'amnistie sociale, on en a beaucoup parlé cette semaine. Le texte communiste avait été voté au Sénat avec la bénédiction de Christiane Taubira. Et la douche froide, le gouvernement a déclaré qu'il avait toujours été contre. Et le texte ne passera donc pas le cap de l'Assemblée. D'ailleurs, ce matin, le patron des sénateurs écologistes, Jean-Vincent Placé, a déclaré qu'il appelle les députés socialistes à la désobéissance. Comprenez, à voter le texte. Les communistes, eux, sont vent debout. On écoute Pierre Laurent. C'est une volte-face de la position gouvernementale. Aujourd'hui, la décision gouvernementale est incompréhensible et je peux vous dire qu'elle va être très mal comprise dans le pays. Et nous ne laisserons pas faire. Le torchon brûle donc entre le front de gauche et les socialistes. On aura d'ailleurs un aperçu des dégâts lors de la manifestation du 5 mai prochain. Affaire à suivre. Merci Tam. 2 jours pour relancer un partenariat stratégique avec une puissance économique incontournable. En Chine, François Hollande a œuvré pour la signature de contrats. Suez Environnement, Airbus ou encore GDF sont les grands bénéficiaires de cette visite d'État. Le point avec Mélanie Bontemps. Un voyage express mais efficace. François Hollande a clos aujourd'hui sa visite en Chine. Le président se dit satisfait de ses interlocuteurs qui ont parfaitement répondu à ses attentes commerciales. Le bilan est en effet essentiellement économique, avec une intention d'achat de 60 Airbus, un projet de construction d'un centre de retraitement des déchets nucléaires et des contrats dans le développement urbain durable, l'agroalimentaire, la santé ou encore l'économie numérique. Au cœur des préoccupations du chef de l'État, le rééquilibrage de la balance commerciale entre les deux pays. Un sujet ambitieux qui laisse peu de place à la question des droits de l'homme. Quant aux droits de l'homme, au principe de démocratie, ça fait partie du dialogue que nous avons. Simplement, de mettre cette question comme elle doit l'être, dans le cadre d'un dialogue politique franc et respectueux. Respectueux, mais surtout prudent, difficile de compromettre le dialogue économique au lendemain de l'annonce d'un nombre record de chômeurs. Et avec nous sur ce plateau, le sénateur écologiste des Hauts-de-Seine, André Gattolin. Bonsoir. Vous êtes membre du groupe d'information sur le Tibet. Alors visiblement, la question des droits de l'homme n'était pas la priorité de cette visite d'État. Oui, bonsoir. Non, clairement, ce n'était pas la priorité. On a même pensé un instant qu'elle serait complètement écartée. Il y a eu beaucoup d'interventions, notamment des écologistes, tant au Sénat, à l'Assemblée nationale, des groupes tibets qui sont influents, parce que je rappelle quand même que la cause tibétaine est très populaire en France. Le Dalai Lama a une popularité positive auprès de 88% des Français. Voilà, on est en train un peu de passer sous le boisseau cette question-là, qui est grave et qui ne concerne pas que les Tibétains, qui concerne le peuple ouïghour, c'est-à-dire le Turkestan oriental, où il y a eu cette semaine même encore des massacres, où il y a une vingtaine de personnes qui sont mortes. Et ça, tout ça, c'est le silence le plus absolu. Est-ce que cela veut dire qu'économie et droits de l'homme sont incompatibles? Moi, je pense que les deux sont compatibles. Je pense qu'on peut faire de la diplomatie économique, mais qu'on peut dire les choses. Il y a 1 an, il y a une étude très intéressante qui a été faite par l'université allemande de Göttingen, qui montre que les pays
pays qui reçoivent le Dalai Lama, les pays qui ont des discussions sur les droits de l'homme avec les peuples de Chine ne sont pas en effet réellement sanctionnés économiquement. Les Chinois sont pragmatiques. Quand ils ont besoin d'une technologie, ils ont besoin d'une ressource, ils ont besoin d'acheter quelque chose, ils achètent. Ce n'est pas nécessairement une bonne chose que d'arriver et de négocier avec eux la tête baissée. Vous êtes à l'origine d'un sondage dans lequel 68% des personnes interrogées souhaitaient que le président évoque les droits de l'homme et les libertés publiques. Selon vous, ce quasi-silence, est-ce une faute politique de la part de François Hollande? Moi, je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. Un président de la République est un président de la République. Il est à sa place, il est dans sa fonction. Je pense qu'il aurait pu en faire effectivement un petit peu davantage, et on ne sait pas exactement ce qu'il a dit sur les droits de l'homme. Il dit qu'il en a parlé. Moi, j'attends l'ouverture des archives dans 50 ans. On pourra faire le tri sur ce qui a été dit, si les archives existent encore. Les ONG, une semaine avant le départ en Chine, ont été reçus. Les émissaires du président de la République ont demandé des listes de noms de prisonniers politiques, de personnalités inquiétées en Chine. Ces noms ont été donnés, il y a une centaine de noms. Il devrait y avoir un débrief, logiquement, avec ces mêmes ONG la semaine prochaine. On fera le point. On pourra juger sur parole et sur mesure. Alors, vous parliez de pragmatisme avec les Chinois, mais la France a-t-elle des choses à proposer à la Chine? Est-ce qu'elle intéresse la Chine au même titre que l'Allemagne ou les États-Unis, en tout cas les technologies et l'industrie française? Clairement, les technologies françaises pures, on voit sur le nucléaire, on rame beaucoup. Là, il y a eu une lettre d'intention, on parle d'accord ou de contrat, une lettre d'intention sur une usine de retraitement. On sait qu'il y a eu de gros problèmes puisque le président d'EDF, M. Proglio, s'était avancé dans des transferts de technologie sans en tenir informer le gouvernement français. Donc là, je pense qu'ils ont essayé de recoller les morceaux. Airbus, oui, ça marche parce que c'est aussi un consortium européen. Je crois que la France ne joue pas en équipe en Europe et que globalement, l'Europe ne joue pas en équipe. C'est la première puissance économique, c'est le premier marché destinataire. L'Europe ne parle pas d'une seule voix. L'Europe ne parle pas d'une seule voix, mais je crois que c'est un rôle que la France pourrait avoir parce que commercialement, on est un marché de plus de 65 millions d'habitants qui intéresse tout particulièrement les Chinois. Et ce qu'on constate, en fait, c'est qu'on importe de Chine 3 fois plus qu'on exporte. C'est vrai pour la France par rapport à la Chine, mais c'est vrai pour l'ensemble de l'Union européenne par rapport à la Chine. Alors je pense qu'on n'est pas assez exigeant aussi vis-à-vis des Chinois. On devrait être reçus comme de très bons clients et non pas comme des petits-enfants qui s'excusent de poser la question des droits de l'homme. Mais en temps de crise, n'est-il pas légitime de faire primer le business et le partenariat économique ? Il faut voir les résultats du business. Moi, je vous dis, là, ce que j'ai appris, je ne suis pas convaincu. Alors, on nous parle de perspectives glorieuses pour la charcuterie française. Si j'étais ironique, je dirais c'est effectivement une perspective alléchante et que ça vaudra peut-être un 8e ministère à Bercy chargé des relations charcutières. Non, j'exagère un peu, je plaisante, mais voilà, on surreprésente. Il y a d'autres pays émergents, y compris dans cette région-là. Il y a la Mongolie qui est en plein essor, qui nous fait du pied pour travailler. Non plus. Pour les matières premières et pour les possibilités de développement économique, la Mongolie est un pays qui s'est très fortement démocratisé, que les gens connaissent très mal, qui est le 8e pays au monde en termes de surface et en termes de ressources naturelles. Il y a beaucoup de choses à faire. Dernière chose, allez-vous demander des précisions, des comptes au chef de l'État sur ce qui s'est dit lors de cette visite d'État, notamment sur les droits de l'homme? Après, au moment de sa visite auprès de Vladimir Poutine, avec d'autres parlementaires, je lui avais écrit une lettre. Il a répondu. Bon, la réponse était très diplomatique, entre guillemets, mais il a répondu, donc ça c'est quand même un signe positif. Donc là... Oui, on va demander des comptes, parce que clairement, la situation aujourd'hui des Tibétains, des Ouïghours, mais aussi des Mongols et des Miao dans ce pays n'est pas acceptable. En tous les cas, on ne peut pas passer sous silence cette situation. André Catholin, merci d'être venu répondre à nos questions sur ce plateau. À très bientôt. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez un focus sur les maisons de naissance avec la sénatrice Muguette Dini. Très bonne soirée sur Public Sénat.
engagée à défendre les femmes, la sénatrice centriste Muguette Dini propose une loi pour favoriser la création de maisons de naissance, des structures où les femmes peuvent accoucher dans un univers moins médicalisé. Il y a 2 ans, j'ai déposé une proposition de loi par prudence pour faire une expérimentation des maisons de naissance. Alors pourquoi expérimentation? Parce que comme il y avait des résistances et des réticences, on s'était dit si on fait d'abord une expérimentation. Et voilà, et du coup nous avons relancé la machine. Pas de grands murs blancs, aucun brancard dans les couloirs, ni de bruit de machine. On se croirait presque à la maison. On sait que pour bien accoucher, il faut aussi que les mamans se sentent dans un univers où elles sont détendues, où elles se sentent en confiance. Dans cette chambre de naissance, tout est pensé pour aider et soulager les futures mères lors de l'accouchement. Pendant le travail, pour soulager les contractions, pour aider à la dilatation, les mamans peuvent se mettre dans la baignoire. Donc on a beaucoup de patientes qui font leur travail dans la baignoire, puisque on sait que les vertus de l'eau chaude sont intéressantes. On a aussi des ballons où elles peuvent s'installer, puisque nos patientes vont être très mobiles pendant le travail, et elles peuvent aussi accoucher dans les positions qu'elles souhaitent. Donc ça peut être sur le côté, accroupi. Ces futures mamans sont venues chercher ici une alternative à l'hospitalisation classique. Le jour de l'accouchement, votre mari sera là. Et on va aussi, pourquoi pas, lui proposer de vous accompagner par des petits massages, par des choses qui pourront peut-être vous rendre encore les contractions plus supportables. La préparation à l'accouchement est rigoureuse, car toutes ont décidé de se passer de péridurale, bien trop systématique en France selon elle. Ils ratent quelque chose et passent à côté de quelque chose. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu les spectatrices et pas actrices de ce qui se passe. C'est clair que la péridurale, ça enlève la bonne partie de sensations, de ce qu'on ressent quand le bébé arrive, quand on le prend dans les bras. Je pense que c'est pas le même lien après. Seules sont admises les femmes dont la grossesse est sans risque, mais à la moindre difficulté, la maman est transférée à la maternité de Pontoise, située dans le même bâtiment. Évidemment, on est tout le temps là. Donc on est d'astreinte avec notre téléphone du 1er janvier au 31 décembre, sauf quand on est de congé. Contrairement à l'hôpital où les interlocuteurs sont nombreux, ici c'est la même sage-femme qui assure le suivi tout au long de la grossesse. Il peut y avoir des peurs parfois, et d'en parler avec la sage-femme qu'on va voir le jour de l'accouchement avant, ça permet aussi de s'en libérer et donc d'être plus à l'aise et plus tranquille, plus sereine le jour de l'accouchement. Une centaine de femmes accouchent ici chaque année et les places manquent. Pour Muguette Dini, il est temps que d'autres structures de ce type voient le jour. Les maternités sont maintenant extrêmement sécurisées, mais pour assurer cette sécurité, on est tenté de médicaliser. Or, l'accouchement n'est pas une maladie. Et pour celles qui n'ont pas de difficultés, c'est quand même la majorité, qui n'ont pas de difficultés à accoucher, et très souvent pour les femmes qui ont déjà eu un premier enfant dans une structure traditionnelle, elles se disent mais j'ai pas besoin de tout ça, si je vais bien, pourquoi est-ce que je n'irai pas dans un endroit où je suis en sécurité malgré tout, puisque c'est tout près par l'ascenseur ou par le couloir de l'hôpital, et au moins être accoucher plus naturellement et plus tranquillement. Ces maisons existent depuis 30 ans en Amérique du Nord et dans de nombreux pays européens. En France, il n'en existe que 2 en Île-de-France. Mais faute de statut, les accouchements doivent se dérouler sur le plateau technique de la maternité où elles sont implantées. Cette sage-femme attend le vote de la loi pour que la maison puisse fonctionner normalement. Il y en a plein en fait en France, des projets qui peinent et qui s'épuisent en fait parce que justement il n'y a pas de cadre. Alors que s'il y a un cadre, il y a quelque chose aussi qui aide à porter les projets, les parents qui se sentent soutenus, des professionnels qui peuvent aussi aller voir des maternités pour mettre des partenariats en place. En maison de naissance, les mères rentrent quelques heures seulement après l'accouchement, avec un suivi personnalisé à domicile, et cela coûterait beaucoup moins cher. Le coût d'un accouchement en maison de naissance, à peu près 600 €, contre à peu près 1 400 à 3 000 € pour une hospitalisation de 3 ou 4 jours dans une maternité classique. L'argument économique, mais surtout le récent soutien des gynécologues obstétriciens, opposés jusque-là aux maisons de naissance, pourrait ouvrir la voie à l'adoption d'une loi, d'autant que le gouvernement y serait lui aussi favorable.
Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.